Pour faire un film de super-héros, la recette est toujours un peu la même. Il vous faut une personne lambda, sans histoire. Il lui arrive une dinguerie, elle développe des super-pouvoirs et s'en sert pour sauver le monde. Ça casse pas trois pattes et un canard, mais ça fonctionne. Et même si la formule super-héros commence à s'essouffler au cinéma, ça reste quand même des blockbusters divertissants qui remplissent des salles. Dans un film de super-héros, c'est pas le script le plus compliqué. Non, le plus dur, c'est d'avoir des moyens financiers à la hauteur des ambitions pour que les effets spéciaux soient crédibles à l'écran. En moyenne, un film Marvel coûte environ 190 millions de dollars. Donc imaginons maintenant que vous vouliez faire un film de super-héros du même calibre, mais avec un budget extrêmement inférieur. 1,9 million d'euros par exemple. Ah ouais, c'est moins bien. C'est carrément moins bien même. Et s'ils avaient eu 1 milliard de budget? Ah bah 1 milliard, oui c'est mieux, oui. Là, ce serait vachement mieux même. Ce serait vachement mieux. On s'est amélioré en dialogue, non? C'est pas mal. Atoman est donc un film belgo-marocain réalisé par Anouar Mouatassim, qui a pour objectif de nous présenter le premier super-héros marocain et de nous plonger dans les légendes amazirs du nord de l'Afrique. Et franchement, avec littéralement 100 fois moins de budget qu'un film Marvel, c'est extrêmement ambitieux de se lancer à corps perdu dans une production de ce type. Ce n'est pas tous les jours que des gens se battent pour monter un film de super-héros avec un budget ridicule. Et encore moins avec un personnage principal issu d'un pays sous-représenté. Ça fait vraiment plaisir de voir que ce genre de production peut exister dans ce microcosme hyper fermé qu'est le cinéma grand public. Ouais, putain, moi j'y crois. Je suis persuadé que ça va être incroyable. Et c'est effectivement incroyablement mauvais. Un turbo nanar. Mais franchement, c'est cool que ce film existe. J'ai adoré regarder ce film, qui m'a fait pleurer de rire à plusieurs reprises. Parce qu'ils ont vraiment essayé de faire un truc ultra sérieux avec leurs moyens. Mais c'est toujours à côté de la plaque. Et c'est ça le plus important. C'est qu'on sente qu'ils ont vraiment voulu faire un bon film. Et je préfère 1000 fois regarder Atoman que cette fraude des gagnants, où on se fait chier pendant 1h30, on se rend bien compte que le budget est parti dans les narines des créateurs. Parce qu'on peut regarder 1000 fois Atoman, mais pas une fois 1000... Parce qu'on peut regarder 1000 Atoman sans... C'est quoi la phrase déjà? On a tout dans ce film. Un grand méchant, un super-héros surpuissant, des effets spéciaux à gogo, un script ultra complexe, un enjeu de fou. Bref, les ingrédients qui ont fait le succès du genre. Ils ont repris tous les gimmicks des films Marvel, mais sans les comprendre. C'est Marvel quoi là. Ouais, c'est le Marvel mais à la marocaine parce que on a tourné dans le désert avec toute l'architecture marocaine, partout le désert, tout ça. Ah, ça va être génial. Et eux, quand ils font des Marvel, ils tournent avec les tours, New York, tout ça. Regardez l'affiche par exemple, c'est évidemment une ref à Black Panther, mais dans le film, ça n'apparaît pas une seule seconde. Il fait jamais ce truc là. Alors oui, clairement, on n'a pas besoin d'un gros budget pour faire un bon film. Il suffit d'un script solide, d'une belle mise en scène, d'acteurs convaincants, et, quand on n'a pas les moyens, de trouver des trucs et astuces pour les effets visuels. C'est bien vrai ça. Merci. C'est mon ami le dragon qui parle. Oh non, un Jaguar 5, j'ai peur. Et pour notre plus grand bonheur, Atoman n'a rien de tout ça. Bon, déjà, une chose alarmante, c'est qu'à la sortie du film, pas un seul site n'a pu se mettre d'accord sur le synopsis. Si on regarde le DVD... Hakim, un hacker de renommée internationale, échappe miraculeusement à une mort brutale. Ok, bon, pourquoi pas, mais sur d'autres sites, il est écrit « Hakim, hacker de réputation internationale, échappe à une tentative d'assassinat ». C'est une tentative d'assassinat ou il échappe à une mort brutale? Parce que c'est pas tout à fait la même chose, hein. Je sais, je l'ai vu 8 fois le film. Aucun regret. On a aussi Le Spectateur suit le parcours initiatique de Hakim Imlil, un jeune homme marocain dont les racines spirituelles et écologiques font éclore une puissance ancestrale capable de rétablir les équilibres du monde. À la croisée des mythes et des urgences contemporaines, le film aborde des thèmes aussi vastes que la protection de l'environnement, la cybercriminalité ou encore la transmission du savoir immatériel. Mais de quoi tu parle? L'écologie, l'environnement, c'est même pas des thèmes qui sont abordés dans le film. Et je vais pas non plus m'attarder sur ce qu'il y a écrit au dos de la pochette DVD. Entre Doctor Strange et Avatar, le dernier maître de l'air. Il y a des effets spéciaux, oui, mais la ressemblance s'arrête là. Et si les synopsis ne sont jamais les mêmes, c'est probablement parce que le scénariste et auteur Omar Mrani a été gentiment écarté du projet. Le scénariste, on a été en procès, lui et moi, pour une connerie. D'après une interview de ce dernier, le script a été complètement remanié par le réalisateur sans qu'il soit consulté. What the fuck is this piece of shit? Il est important de noter que le film a été tourné en plein Covid, ce qui a dû pas mal compliquer la production. Enfin, j'imagine. Parce que personne n'en parle vraiment, les acteurs le mentionnent vaguement mais sans dire si ça a été un problème non plus. Et pour couronner le tout, les effets spéciaux auraient été sous la responsabilité d'un studio ukrainien, studio qui aurait disparu suite au déclenchement de la guerre. Les effets spéciaux ont ensuite été refilés à What the Frame, un studio belge connu pour rien. Attends, ils ont quand même fait Atoman.
Ah ouais, non. Et en fouillant un peu sur IMDb, on tombe sur l'équipe des effets spéciaux composée de 2 personnes, dont ce gars-là, qui d'après sa chaîne YouTube ne jure que par l'IA. Et côté financement, même si 1,9 million c'est rien du tout pour un film de super-héros, faut quand même avoir envie de les injecter dans cet énorme étron. Parce que si on remet dans le contexte, il y a un producteur qui a vu le premier concept art du projet, et qui s'est dit j'achète. Cette boîte de production, c'est Casablanca Pictures, en partenariat très étrange avec la blockchain et une sombre affaire de NFT, où les gens pouvaient acheter des tokens pour devenir coproducteurs. Bref. Bon, on est d'accord, Atoman ne s'annonce clairement pas être un chef-d'œuvre, mais il possède un énorme point fort qu'on ne pourra jamais lui retirer. Il est fait par des gens passionnés, sans budget, qui ont foncé tête baissée dans un énorme projet, faisant ainsi preuve d'une très grande résilience. Son DVD. Eh ben, il est vachement chouette ce DVD. C'est vrai qu'il est beau. Alors, notre but ici, c'est pas du tout de taper sur le film qui s'est déjà fait atomiser par la critique. Ah bon, on doit pas avoir le même script alors. Tuez-moi, vous m'avez tout pris, je ne suis qu'une merde, par pitié, foutez-moi la paix. Ah non, ça c'est ma déclaration à l'URSSAF, effectivement. Comme tout bon film de super-héros qui se respecte, le film s'ouvre sur un générique à la Marvel Cinematic Universe, avec une caméra qui tourne autour d'une modélisation 3D de Sami Nasseri et l'artiste qui tendent la main en direction d'un objet mystérieux. Seul hic, dans Avengers, il y a toute une tripotée de personnages dans des positions ultra dynamiques, donc le générique passe vite, alors qu'ici il n'y a que 2 pauvres gars avec un balai dans le cul pendant 2 minutes, ressenti 25, tout en omettant le plan qui révèle la modélisation dans son entièreté. Normalement, quand tu fais gros plan, t'as envie d'avoir un plan final avec le reveal. Une fois passé le générique, on se retrouve à Ouarzazate, et plus précisément la centrale solaire Nour 3, qui est impressionnante de par son look futuriste, donc un lieu parfait pour un film de science-fiction, comme Le Dernier Voyage avec Jean Reno, où la tour a été remplacée par une fusée au design étrangement similaire à celle de Tintin Objectif Lune. Mais c'est pas le sujet. En tout cas, ça a de la gueule. C'est dommage que ça n'a rien à voir avec le début du film par contre. C'est pas une blague, le plan suivant, c'est un vieux monsieur archéologue qui regarde de loin avec ses jumelles, mais il ne regarde pas la tour. Non, rien à voir, il est juste en train de se dire que là-bas, dans le désert, il y a peut-être des choses intéressantes, en culant seconde 1 le principe d'establishing. C'est bon, vous avez fait pause? Vous avez pu lire là? Ok, on reprend, hein. Et ensuite, pardon, mais c'est quoi cette réplique de merde? Abdallah, je crois qu'on doit aller plus loin là-bas. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-bas. Oh putain, et c'est mal joué. Non, pire, c'est mal doublé, parce que pour une raison qui m'échappe, quasiment toutes les répliques de ce personnage sont doublées en post-prod. Quelque chose d'intéressant là-bas. Prie, ne faites pas une fausse manip de mauvaise main et une fois actionné au moment... Wunderbar. Mesdames et messieurs, on est seulement à 30 secondes du film et ça s'annonce déjà comme être un classique du cinéma. Une jeune archéologue rejoint ensuite Papy pour lui annoncer que l'équipe vient de découvrir une gravure ancienne dans la grotte, à 5 mètres des escaliers construits pour explorer le site. Un écrit gigantesque sur le mur. Gigantesque et lumineux, du genre qu'on ne peut pas louper. Qui désire le miel va supporter la piqûre des abeilles. Et retenez bien ce détail, il est important pour la suite. C'est vrai? Pas du tout. Il y a des abeilles au moins? Non, mais je sais pas pourquoi il parle de ça. Soudainement, l'archéologue se fait interpeller par un confrère qui vient de faire une découverte. Elle arrive sur place, regarde dans l'eau à l'opposé du bassin, donc ignorant complètement son collègue, et trouve un astrolabe millénaire doté de grands pouvoirs. Un objet magique dont ils font tout l'historique à voix haute, pour être sûr que le spectateur comprenne bien de quoi il s'agit. Cet instrument qui aurait appartenu à Atlas est une sorte de... Mais trêve d'archéologie, puisqu'entre en scène le Joker habillé en désigual, avec sa boucle d'oreille qui doit peser plus lourd qu'un chandelier. Monsieur Chinoui pour les intimes. Chinoui? C'est quoi le TGV de la SNCF? Il s'empare de l'astrolabe et ordonne à ses hommes de main de ligoter les archéologues qui n'opposeront aucune résistance. Il active ensuite les bombes pour détruire la grotte après être remonté, mais sans son sbire, qui a visiblement accepté son destin. Il va mourir. Les autres, ils s'en battent les couilles. Pendant ce temps, à la Direction Générale de la Sûreté Nationale du futur, parce qu'il y a des néons et des lasers du futur, un dangereux criminel est escorté par une dizaine de policiers du GIGN marocain, dans une pièce ultra sécurisée, comme en témoigne cet effet spécial d'After Effects, pas piqué des hannetons. Le militaire l'assoit sur une chaise, lui enlève sa cagoule et ses menottes, avant de sortir de la pièce et de le laisser seul en tête-à-tête avec la Big Boss. Mais il est pas censé être super dangereux, le type? Bon, vous savez pourquoi vous êtes là? On fait donc la connaissance de Hakim. Appelez-moi Hakim. Alias HKM10, le super hacker. Ou encore... Devrais-je vous appeler Pablo? Ça vous va bien, Pablo? L'inspectrice en chef de la DGSN explique aux spectateurs et à Hakim pourquoi, où et comment il a été arrêté, avant de préciser... Nous sommes au Maroc. Je sais pas pourquoi elle insiste là-dessus, mais... elle a pas tort. Les policiers vont donc ordonner aux hackers de les aider à arrêter une série de cyberattaques qu'ont subi les banques marocaines, sous peine de le dénoncer au FBI. C'est aux États-Unis d'Amérique.
Et pour ce faire, l'analyse de la DGSN Sana va expliquer son super plan sur des tablettes graphiques Bip Boop Digital Calculate Data Cyber 2.0. Oh waouh, t'as l'air de grave t'y connaître. J'y connais pas grand chose, mais le film non plus, puisque là, c'est les deux mêmes gifs avec un charabia informatique et une modélisation 3D d'un virus. Genre un Corona, rien à voir avec un virus informatique donc. Et après, elle fait apparaître le même écran, mais en plus grand. Est-ce que quelqu'un a vraiment demandé cette présentation? Et surtout, en quoi ça aide à comprendre quoi que ce soit? Messieurs, briefing de mission. Aujourd'hui, on s'attaque à la cybercriminalité. Premièrement, trouver le hacker. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On lui tire dessus. Il meurt. Fin du hacker. Ensuite, on va s'introduire. Par la porte, juste ici. C'est clair? Une fois qu'on a fait ça... Échec et mat, messieurs. Sana et Hakim se rendent donc à Casablanca à la banque MENA pour rencontrer son directeur Sami Nasseri. Sami Nasseri, c'est lui qui a toujours tort. La star de Taxi, qui campe ici le rôle de David Lecam. Alors, il campe, c'est vite dit. Disons qu'il a oublié les piquets et l'attente, quoi. Après toutes ces années, ce n'était donc pas un mythe. Il faudrait que je trouve un moyen pour l'affaiblir avant de m'attaquer à lui. Espèce d'idiot. Minable, oui, minable que tu es. Je te le dis, je te le crie. Lecam amène nos agents de la DGSN dans des complexes de la banque pour... C'est quoi ça? Pourquoi il y a un panneau parking dans la banque? Et un lampadaire là? Non mais l'accessoiriste il est en roue libre ou quoi? Putain ça tape aujourd'hui. Tu peux mettre un peu de crème s'il te plaît chérie? Merci. Allez, pique une tête moi. Pour pouvoir découvrir qui est à l'origine des hacks, Hakim a besoin de plus d'informations. David leur présente donc Monsieur Wadi, qui restera à l'écran environ 7 secondes. Pourquoi est-ce que je m'attarde dessus, me direz-vous? Eh bien pour ça. Que les serveurs me donnent l'autorisation d'accès, j'aurai besoin de la clé privée s'il te plaît. D'accord, je te prépare la clé publique. Je rappelle qu'ils n'ont pas hésité à redoubler la toute première réplique du film, alors que celle-ci où le mec s'est clairement trompé, ils ont gardé la scène intacte. Ah, rien n'a changé. D'accord. On retrouve ensuite Shinui dans son restaurant japonais en train d'énoncer à voix haute sa recette de sushi préférée. Mon sushi préféré c'est le phénix et vous n'êtes même pas capable de le préparer correctement. Alors je reprends. Mettez du saumon sur du riz. C'est quand même dommage que Shinui n'est pas un restaurant chinois. S'il est fan du Japon, il aurait dû s'appeler Japinui. Ah, c'est excellent comme vanne. C'est vrai? Ouais, je te jure. Oh bah ça fait plaisir. Bah écoute, quand c'est bien, faut savoir le dire aussi. Bon, mais y a pas de quoi. Quand soudain, David Lecam entre en scène et nous fait comprendre subtilement que c'est lui le méchant. On apprend que le Joker de Lidl et de Sami Nasseri sont de mèche depuis le début. Sami est en réalité un criminel à col blanc qui a lui-même commandité le braquage de sa propre banque, dont il est le directeur. Sami, c'est... Merde, non mais j'ai dû me gourer. Non, je ne me suis pas gouré. Je vous assure qu'on a regardé cette scène une dizaine de fois. Et impossible de comprendre le plan du méchant. On sait juste qu'il est en possession de l'Astrolabe, qu'il veut que Hakim meure, mais le pourquoi du comment, ça, je serais incapable de vous le dire. En sortant de la banque, Hakim et Sana se font voler le sac avec la clé privée publique par un criminel fou. Hakim part à sa poursuite. C'est précisément à ce moment-là que le film bascule dans le fantastique. Hakim traverse la route sans regarder des deux côtés, quand soudain, un camion transportant des poulets menace de l'écraser. Il tente de se protéger, déclenchant ainsi les pouvoir enfoui en lui. Hakim, il est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec a voulu me prendre mon sac, je l'ai récupéré et me voilà, j'ai pas compris. Sinon, on a retrouvé ce plan sans effets spéciaux et regardez-moi cet acteur absolument stoïque alors qu'il joue un mec qui est sur le point d'écraser un passant. On bat les couilles, frère. Après cette dinguerie, Hakim rend donc visite à sa mère pour lui annoncer qu'il a des super pouvoirs. Un peu interloquée, elle se met à l'écart. Hakim la rejoint et... Je crois qu'il va falloir que je me libère du secret. Ok. Bon bah... Cut. Bon, c'est amené de façon un peu bancale, mais on devine que Hakim part en randonnée au fin fond du Maroc pour découvrir l'origine de ses pouvoirs. Et profitez bien de ses plans, c'est sans doute les plus beaux de tout le film. Il arrive dans les vestiges d'une sorte de vieux monastère où il fait la rencontre de Pierre Ninet le magicien. Mais donc vous avez des talents d'illusionniste? Tout à fait. Et Maître Youssef, équivalent du Dumbledore marocain. Apparaît surtout le sidekick rigolo, le moins rigolo de l'histoire des sidekicks rigolos,
Tahar. Tahar qui, dans les fiches des personnages, est décrit comme le gros qui n'a pas réussi à passer le test des super-héros et qui du coup s'occupe de l'intendance du monastère. Mais je vous jure que ce mec-là ralentit le rythme à chacune de ses apparitions. C'est pas drôle, c'est nul, c'est long, c'est chiant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le thé, alors plein de muscles de partout. Jackie Chan, Power Rangers, le festival et tout, ils disent rien. En plus ils volent et tout. Ah c'est comme ça. Moi je lave des slips, je cuisine et tout. Wallah ça va pas se passer comme ça. Qui est dans le mode d'emploi. Ah bon, faut qu'on y aille parce qu'il y a le taxi qui nous attend, hein? Alors les petits pédés, je crois que ça a très mal vieilli. Maître Youssef dit à Hakim que c'est le protecteur des éléments et qu'il doit retrouver l'astrolabe avant l'équinoxe qui aura lieu le 22 de ce mois à 21h21. Et du coup, c'est quoi l'origine de ses pouvoirs à Hakim? C'est le protecteur des éléments et il doit retrouver l'astrolabe avant l'équinoxe qui aura lieu le 22 de ce mois à 21h21. Oui, j'ai entendu, mais ses pouvoirs, ils viennent d'où exactement? C'est le protecteur des éléments et il doit retrouver l'astrolabe avant l'équinoxe qui aura lieu le 22 de ce mois à 21h21. Mais ça répond pas à ma question. C'est pas une explication, ça. Il doit bien y en avoir une quelque part. C'est le protecteur des éléments. Et il doit retrouver l'astrolabe avant l'équinoxe qui aura lieu le 22 de ce mois à 21h21. Mais ça ne répond pas à ma question. Bon, je te dis que c'est le protecteur des éléments. Ça explique pas mes pouvoirs. Tu es le protecteur des éléments. Et tu dois retrouver l'astrolabe avant l'équinoxe. Elle aura lieu le 22 de ce mois à 21h21. Il apprend également que ses parents sont morts pour protéger l'astrolabe alors qu'il n'était encore qu'un bébé, apprenant de ce fait que sa mère n'est pas vraiment sa mère, faisant de lui un orphelin. Ça a pas trop l'air de le perturber non plus, cela dit. C'est donc finalement l'heure pour Hakim de commencer son entraînement de super-héros avec au programme de la bagarre, des galipettes, des sauts en tout genre et une charrette dans le plan. Sérieux, ça aurait pris maximum 5 minutes de la décaler pour pas qu'elle soit dans le champ. À moins que ce soit une charrette de Tchekhov. Pour parfaire sa formation, Maître Youssef donne à Hakim le secret pour contrôler le vent. Apprends à contrôler les mouvements de l'air. Du coup ça marche, il vole, il se bat contre Pierre Ninet, il utilise les pouvoirs du vent et c'est tellement puissant qu'il en tombe dans les pommes. Mais il était pas censé travailler pour la DGSN en échange d'une immunité judiciaire, lui? Justement si, et c'est pour ça que la DGSN finit par lui tomber dessus. Résultat, un avis de recherche Interpol est lancé à son encontre. Mais Hakim, lui, il s'en fout. Il est avec son nouveau mentor, qui lui susurre des leçons de vieux sage et qui... Oh putain mais la vache, mais baissez la lumière! Ah, c'est quoi cette surexposition de salopard là? J'ai du mal à croire qu'un mec avec des yeux ait validé ce plan. Mais ils ont travaillé avec des bénévoles, c'est pas possible. Les techniciens qu'on a, ils sont monstrueux, ils sont très très bons. Tu travailles avec des amateurs, tu fais pas ce film. Je pense qu'à l'étalonnage, ils ont ajusté le contraste sur le début du plan. Sauf qu'ensuite, pendant leur balade, les personnages se retrouvent en plein soleil et l'image devient complètement cramée. Parce que si on n'ajuste pas nos courbes au fur et à mesure du plan, les réglages qui servaient à rendre l'image lisible dans l'ombre ou à l'intérieur d'une pièce deviennent soudainement complètement inadaptés pour un environnement où la lumière est beaucoup plus forte. Quoi qu'il en soit, afin de parachever son super plan démoniaque qui consiste à détruire arbitrairement la planète parce qu'il en a envie, Sami Nasseri se greffe l'astrolabe sur le cœur. Bon, évidemment, je suis pas chirurgien, mais cette opération me semble très risquée. Et le film ne prend même pas la peine de l'expliquer. Je pense qu'ils ont voulu se la jouer Iron Man. Mais si Tony Stark se greffe un réacteur nucléaire dans le sternum, c'est parce qu'il en a besoin pour survivre. On dirait que ce plan existe uniquement pour montrer les tétés de Sami Nasseri. Mais visiblement, la prise de risque paie, puisqu'il a l'air encore plus méchant qu'avant. On découvre ensuite dans un plan terriblement triste notre tout nouveau super-héros qui se balade avec Gandalf dans les montagnes. Je suis obligé de m'arrêter pour parler de ce costume. Alors oui, dans une interview, il précise qu'il voulait pas un costume trop fit à la Superman. J'ai refusé le collant dès le début parce qu'il faut faire du squat. Mais là quand même, il y a un gap entre avoir une combi moulante sur un corps musclé et un chiffon 3 fois trop grand qui ressemble à rien. Mais regardez-moi ça. Ça se voit qu'il est pas à l'aise, non? Après franchement pour le coup c'est original, parce que dans chaque film de super-héros, le costume c'est toujours un moment un peu épique, avec la découverte du héros accompli prêt à répandre la justice. Là, Atoman, il s'en bat les couilles. Il parle tranquillement avec un mec random en poncho bon marché en tapant sa meilleure rando dans la montagne. Mais justement, je sens que ça va devenir épique. Regarde là. Dans la plante de tes pieds et les paumes de tes mains, tu concentres une énergie thermokinésique qui te permet de te propulser puissamment. C'est vrai que je sens comme une énergie. Ah non. Et en plus, la thermokinésie, c'est la capacité de contrôler et manipuler la chaleur. Donc rien à voir avec le vent. Finalement, dans une tentative d'effets spéciaux qui ferait pâlir James Cameron, Atoman s'envole. Hakim a fini sa formation de super-héros LV2 et peut donc maintenant aller casser des bouches. Mais pas tout seul, car Maître Youssef lui refile le boulet du groupe. Le pire cadeau de départ à la retraite selon moi. Hakim retourne auprès de la DGSN en pleine conférence de presse. Mais comme il a un avis de recherche au cul, il y va en mode incognito. Allez, je vous laisse 5 secondes pour le retrouver sur ce plan. C'est bon ?
Bravo. Hakim grille ensuite sa couverture pour parler à Sana et lui explique qu'il a trouvé la localisation des cyberbraqueurs méchants pas gentils. Et qu'il a fait ses recherches tout en suivant sa formation de super-héros. Un génie, littéralement. L'adresse IP les amène directement dans une boîte de nuit qui a pour particularité de ne passer que des disques rayés. Et vous vous souvenez quand je vous parlais des fiches détaillées des personnages du film pour trouver des producteurs là? Et bah voilà ce qui est dit sur Tahar. Mais sa compagnie peut pourtant se révéler utile, voire décisive. Et dans les pires moments, Hakim peut compter sur lui. Hakim, en bon espion qui se respecte, va au sous-sol du club pour trouver des infos. Il tombe sur une porte qu'il va ouvrir difficilement après avoir cassé la poignée grâce à ses pouvoirs, tombant nez à nez avec un très mauvais fond vert. Shinui surprend Hakim et c'est l'heure de la bagarre. Bagarre qui, pour des raisons mystérieuses, aura lieu ailleurs, dans une espèce de parking avec des mecs torse nus. Et lui, c'est le voleur du début là. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il n'avait pas de budget pour les figurants, ou si c'est vraiment cette organisation qui a commandité le vol, mais dans les deux cas, c'est pas clair. Bref, ça fait bim, ça fait paf, et ça fait même une petite pause pour faire du Bruce Lee style. Encore une fois, le style n'est absolument pas maîtrisé, puisque les personnages se mettent en place pour se foutre sur la gueule avec le respect que le Kung Fu impose, mais Hakim lui met une gifle de gitan dans le plan d'après. Après cette échauffourée, Hakim met un terme au combat en faisant un Kamehameha qui éjecte Shinui. Shinui sort finalement un gun de son cul, tire sur Hakim qui devient la Matrix, et moi je pleure de rire. La police est alertée par les coups de feu qui ont eu lieu il y a 1 seconde 30 à peu près, et tout ce beau monde s'enfuit. David Locham, le boss final du film avec son pacemaker magique, revient demander des comptes à Shinui. Parce que oui, j'ai pas expliqué, on était censé comprendre que quand tout le monde s'est enfui du bâtiment là, Shinui s'est fait attraper par les flics, donc il a fait une garde à vue, et là il est sorti de garde à vue, donc le temps est passé, tout ça. Voilà. Quelqu'un nous aurait poucave au keuf, comme tu dis dans ton jargon. Et ça plaît pas du tout à David qui ordonne à ses hommes de main de s'occuper de Shinui. Et c'est la bagarre. Super film. Shinui réussit l'immense exploit de fracasser un mec contre la table sans bouger un seul verre, avant de se faire congeler par Samina Seri qui devient de ce fait le méchant le plus lourdingue de tous les films que j'ai vus de ma vie. Vous demandez servi? Monsieur whisky glace, sans glace? Et vous, monsieur glace, sans glace, vodka? Allô? Ah, c'est bizarre, j'entends plus rien. Allô? Mais il manque pas quelqu'un? T'entends quelque chose, toi? Bah, il est où, Shinui? Allô, Shinui? Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Hakim, quant à lui, invite Sana à dîner chez sa mère, parce que selon lui, c'est l'endroit le plus safe depuis qu'il est recherché par Interpol. Chez sa mère, sur le toit d'un immeuble. Genre Interpol, ils ont pas des drones. En plus, il a installé toutes les lumières de tournage là. Il est con, c'est pas discret. Mais finalement, HKM10 n'est plus recherché par Interpol, parce que Sana les a convaincus de lâcher l'affaire. Ah mais c'est tout, ça marche comme ça? Ton nom a été retiré de la liste depuis hier. Non. Si. Oh, je suis trop content. Et maintenant que Hakim n'est plus recherché, il peut désormais accomplir des tâches de super-héros comme sauver une famille d'une attaque à la machette. Il devient célèbre et passe même dans le JT marocain. C'est, je pense, le plan le moins flatteur qu'on pouvait faire d'un super-héros. Je suis sûr que même assis sur les chiottes, il serait plus crédible. Non mais regardez-moi ça! Ça se voit que c'est des vraies caméras du JT, ça rend l'image ridicule! Et en plus, c'est quoi cette interview là? Comment est-ce qu'on vit le fait de devenir du jour au lendemain une superstar? Vous savez, je suis ni un héros ni une superstar. Pour moi, c'est des pouvoirs que j'ai eus et je les utilise. Okay. Généralement, dans les films du genre, le moment où le super-héros acquiert sa réputation arrive au milieu du film, voire un petit peu avant. Mais là, il reste 13 minutes, donc on sent qu'ils vont rusher vers la bataille finale. S'il y en a une. Bon, rassurez-vous, il y en a une. Une course-poursuite démarre entre Sana et des méchants. Ça fait vroom vroom, drift, paf et pouf. Malgré tout, elle arrive à s'échapper et se mettre en sécurité. Madame Shakir, je suis en sécurité. C'est le vrai montage du film. Voilà, je ne peux pas insister plus. Ce cut-là, c'est le vrai montage du film. Je suis en sécurité. Elle meurt donc dans d'atroces souffrances et... Ah non, elle finit à l'hôpital et s'en sort indemne. Ce qui est prodigieux. De conneries. Hakim, qui vient de se rendre compte qu'on est le 22 du mois, file à la recherche de David Locham. Et le retrouve à la station Nour pour un ultime combat qui s'annonce épique. Et je te vois, petit filou de spectateur, tu te demandes sûrement comment il a su qu'il était là. Avant de commencer à se battre, Locham annonce à Atoman qu'il a tué ses parents. Ça énerve Hakim parce que ça n'a aucun sens, et là le combat peut commencer. Hakim fait un Genki Dama, Locham fait un Genki Dama, Hakim devient congelé quelques secondes, puis Hakim fait un Genki Dama, et David meurt. Et je ne peux pas vous parler de cette séquence sans vous montrer cet enchaînement de plans absolument légendaire. Et je vous assure, nous n'avons rien modifié au montage. C'est tel quel.
C'est quelqu'un qui m'a incroyablement influencé dans mes débuts au cinéma. Je veux dire, je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup. Anouar Moitassem. Il récupère l'astrolabe, Pierre Niney est content et Soprano chante. Et vous savez ce qui se passe dans chaque Marvel après le générique? Les lumières se rallument et on part? Exactement. Un post-générique. Atoman! L'astrolabe, il a disparu. Mais il va où là? Et il pouvait pas l'appeler au téléphone? Hakim c'est un hacker à la base, je pense qu'il a un smartphone. Et c'est la fin d'Atoman et non, il n'y aura pas d'Atoman 2. Je pense d'ailleurs être le seul à vouloir une suite puisque le public a été unanime sur la question. Le film se fait défoncer par tout le monde et devient la risée d'internet les mois suivant sa sortie. Mais ça ne décourage pas le réalisateur qui a pour ambition de créer le African Cinematic Universe. Et je lui souhaite sincèrement toute la réussite que Marvel a pu avoir. C'est un peu facile quand même. De quoi? Tu détruis tout ce qu'il y a de plus beau dans ce genre de projet avec aussi peu de financement pour ensuite dire bon courage, on croit en vous. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Enfin, je veux dire, c'est trop facile. Dans ce cas-là, plus personne ne propose de projet et je comprends quand on voit comment c'est reçu. Non, désolé, c'est une attitude de merde. Excuse-moi, Exam, mais je crois que t'es en train de lire notre lettre pour le CNC en fait. Oh putain, le con! Bah, c'est ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous débarquez sur la chaîne, likez, commentez et boostez. C'est tout nouveau mais ça nous aide vraiment beaucoup. Si vous voulez nous soutenir, nous avons un Tipeee et un Patreon, ça fait toujours plaisir. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, les vidéos resteront gratuites, mais nous serons très déçus. Rejoignez notre Discord si vous voulez des news entre les vidéos et participer à des concours, dont voici le gagnant pour cette vidéo. Il y a également des news sur des potentiels lives, des vidéos sur la chaîne secondaire. Tu veux pas grimper là par pitié? Mais mec, je savais pas où c'était. Je découvre le jeu. Hop là, zoom sur ce pied là, vite fait. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur le Discord. Venez, par pitié, et laissez un commentaire, mais positif uniquement. Parce que vous savez combien de temps ça m'a pris de faire tout ça là? C'est un squelette, un vrai. Il est mort. Et ce sera moi, si vous ne mettez pas de commentaires. Je peux parler. Mario. C'est vraiment un super film, il est super cool. C'est un peu comme Superman, mais en super pas bien. Ils ont voulu percer le box-office. Ils ont vite compris que ça sentait la pisse. Bébou, alors, on est où? On fait quoi? On fait faire. Loin d'ici, on y va. Atoman. Atoman. Je suis un artiste.